Bonjour, Frère Rosetta. Bonjour, comment ça va? Ça va tranquille. Bonjour Comme à un ceux qui viennent mardi. d'arriver. Donc, oui, tu disais? Non, non, je dis comme un mardi. Ça c'est sûr, comme un mardi, effectivement. Bienvenue à ceux qui arrivent. Si on peut tapoter le live, s'il vous plaît. On peut tapoter, partager. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de live. Du coup, c'est sûr que le temps que tout le monde puisse, voilà, voir le live en ligne. Donc, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais voir si j'arrive à augmenter un petit peu mon image ou pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc on est dans notre suite hein, sur... ouais, quand j'augmente, ça le fait pas trop. Bon. Il faut faire comme moi j'avais fait là. Tu mets que trois personnes ou bien cinq personnes. Comme ça va te mettre en fait le cadre un peu plus grand là. Oui, je vais modifier. Voilà, là le cadre il est un peu plus grand. Hop. Voilà, là on le voit un peu mieux. On le voit un peu mieux. C'est dommage que j'arrive pas à... j'avais mes images là, j'arrive pas à les mettre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'arrive pas à mettre les images. Merci pour ceux qui partagent. Merci pour ceux qui tapotent. Donc, si on peut partager et tapoter le live, comme ça, on va pouvoir rentrer. Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour tout le monde. On tapote le live, on le partage. On tapote, on partage. Bonjour à tous, on tapote, on partage. Hop. Je vais changer pour basculer en grand du coup, comme elle va mettre la vidéo. Hop. Voilà, je t'ai mis en grand, Eben, si tu dois mettre la vidéo. Bonjour tout le monde, bonjour May, Ok, ok. bonjour Manounou, bonjour à ceux qui viennent Hello, d'arriver. hello, amour, patience. Bonjour à tous. On va parler un petit peu plus hein, de... Coucou, On est Chante. toujours dans notre série sur l'Afrique. On parle d'abord de l'histoire de l'humanité et ensuite on approfondit en fait sur l'Afrique. Aujourd'hui, on est principalement en fait sur... on va voir en fait une vidéo sur l'histoire de l'humanité. Qui nous parle parce que si vous voulez en fait l'histoire de l'humanité c'est lié aussi en fait principalement en fait à l'Afrique hein. Donc et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on travaillera sur des textes aujourd'hui en fait de Obenga et aussi de d'autres personnes. Pourquoi Obenga? Parce que ben on m'a fait la demande hein, la dernière fois euh, pour avoir aussi par exemple bon on n'a toujours pas des cartes hein. Euh, S'il y a des gens qui ont des cartes euh, réalisées justement faites par des cartographes du continent, ce serait bien. Si comme ça en fait on pourra aussi les utiliser. Bah, sinon en fait on est obligé d'avoir un peu ceux que nous avons en fait pour l'instant. On va parler en fait justement de cet aspect de l'humanité, comment elle se façonne, et on va pouvoir parler aussi euh, de la Nubie, on va parler un peu de la Nubie, de Couche. Donc, on va d'abord commencer hein, par la vidéo. Dès qu'Eben sera prête, elle pourra en fait nous, Je suis, nous je mettre. suis. Tu es prête? C'est quand Ok, tu veux. bah, Oui, c'est quand tu veux en fait. ok, bah, je te passe la parole. On va essayer en fait avec la vidéo. Si jamais ça ne passe pas, on bascule en audio. Ok? Parce qu'avec TikTok, on sait D'accord. jamais. Ok, d'accord. Je mets ma vidéo.
Ok. Bonjour Nicolas, bonjour Reb. C'est ok? Oui, C'est c'est ok pour parti, hein. moi. Nickel. Ok, c'est parti. La naissance en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, on va s'appuyer sur la génétique, et plus précisément sur les haplogroupes du chromosome Y. Il existe d'autres indicateurs, comme l'ADN mitochondrial, l'ADN autosomal, mais je laisserai ça pour d'autres vidéos. Deux choses avant de commencer. D'abord, il faut savoir qu'il existe de grands mélanges génétiques au sein de chaque population. Sur les cartes, je me suis contenté de représenter l'aplogroupe majoritaire, mais on voit que ça masque une plus grande complexité. Deuxième chose, il existe encore de grandes incertitudes sur les dates d'apparition de chaque haplogroupe et sur les dates des grandes migrations. Donc les dates indiquées sont à prendre avec prudence. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer. Cette histoire commence vers 275 000 avant le présent. C'est dans les Hautes-Terres au sud-ouest du Cameroun qu'apparaît le plus ancien haplogroupe Y de l'Homo sapiens retrouvé à ce jour. Cet haplogroupe A se propage ensuite vers le Maghreb, ce qui est à peu près compatible avec les plus anciens restes archéologiques retrouvés à ce jour au Maroc, qui remonteraient à presque 300 000 ans. En parallèle, on observe une extension sur l'ensemble du Sahel, puis sur le reste de l'Afrique. Très vite, Homo sapiens couvre l'ensemble du continent africain. Là encore, c'est à mettre en corrélation avec les premiers restes retrouvés en Afrique du Sud, qui dateraient d'environ 260 000 ans. La situation évolue lentement par la suite. Au nord, l'expansion de Sapiens est bloquée par Néandertal, qui s'avère mieux adapté pour l'instant au climat froid. Les évolutions génétiques finissent par donner naissance à l'haplogroupe B, qui émerge il y a environ 100 000 ans vers l'actuel Ouganda. Les mouvements de population depuis cet endroit entraînent des brassages génétiques sur toute l'Afrique centrale, orientale et australe. Ces haplogroupes originels se trouvent encore aujourd'hui chez de rares peuples comme les pygmées de la forêt équatoriale et les Khoisan des steppes d'Afrique australe. C'est des plateaux d'Éthiopie que seront issus tous les autres haplogroupes à partir du A originel. C'est de là que se fait la première sortie visible d'Afrique par Homo sapiens, il y a environ 70 000 ans, sans doute par les détroits de Bab el-Mandeb. Il faut noter que des vestiges nettement plus anciens ont été retrouvés en Grèce et en Israël. Mais ces premiers groupes d'Homo sapiens n'ont laissé aucun héritage génétique. Les mutations sont rapides à cette époque et entraînent l'apparition des groupes C, D, E et F. On constate une nouvelle migration de l'Éthiopie il y a environ 65 000 ans. Cette fois, elle se poursuit jusqu'à l'Asie centrale en emportant le groupe C d'Iran avec elle. Outre Néandertal, ces hommes se retrouvent face à une autre espèce, le Dénisovien, qui domine toute l'Asie de l'Est. La plus grande adaptabilité d'Homo sapiens favorise son expansion rapide dans toute l'Asie il y a environ 60 000 ans. Depuis les steppes du Nord, les groupes C et D conquièrent le Japon, la Chine et toute l'Asie du Sud-Est. La progression vers l'Inde est plutôt due au groupe F implanté dans l'actuel Pakistan. C'est lui qui va engranger tous les haplogroupes suivants. Le H en Inde, qui deviendra caractéristique des Dravidiens, le G en Iran et le IJK plus à l'ouest. C'est vers 48 000 ans avant le présent qu'a lieu une nouvelle vague de migration remarquable depuis l'Asie centrale, qui concerne le groupe C. Au nord, le C1A gagne le Japon et toute l'Europe, sans pour autant détrôner le Néandertal. Au sud, le C1B marque le début de la présence humaine en Australie. Les premiers vestiges archéologiques semblent pour leur part remonter à près de 60 000 ans, ce qui n'est pas forcément incompatible au vu des incertitudes en jeu. L'Homo sapiens vient alors de conquérir tout l'ancien monde habitable. On remarque que l'Iran constitue alors un foyer majeur de migration, sans doute parce que c'est par là que s'exerce la pression depuis le continent africain. Ça entraîne un nouveau flux, celui du groupe K2, qui s'impose en Asie centrale et apporte une deuxième couche en Australie. Les aborigènes actuels résultent de ce double héritage. L'éclatement du groupe K favorise ensuite son évolution en plusieurs haplogroupes distincts. En particulier, le bagage génétique des Papous de Nouvelle-Guinée date de cette époque.
Les populations C1A d'Europe sont sans doute les auteurs de la plus ancienne œuvre d'art de l'humanité retrouvée, la grotte Chauvet, vers 35 000 ans avant le présent. Néandertal existe encore à cette époque, mais il amorce son déclin tout en donnant quelques-uns de ses gènes à Homo sapiens. Les scissions génétiques qui surviennent il y a 30 à 25 000 ans conduisent à l'apparition des derniers grands haplogroupes, notés de L à T. La glaciation devient sévère à cette époque. Le froid et l'aridité réduisent la démographie, ce qui facilite les remplacements génétiques. C'est notamment à cette époque que le groupe I s'impose en Europe. J'en ai fait le point de départ de ma vidéo sur la génétique de ce continent, disponible sur cette chaîne pour plus de précision. C'est aussi l'époque où le groupe O s'impose sur toute l'Asie de l'Est. Enfin, le groupe Q gagne la Sibérie, ce qui va permettre la conquête d'un continent encore vierge, l'Amérique. Il y a environ 24 000 ans, la baisse du niveau des mers permet le franchissement à sec du détroit de Bering par le groupe Q, qui va ensuite se retrouver longtemps bloqué par la calotte polaire. Par ailleurs, en cet âge froid et aride, les châteaux d'eau de l'Éthiopie et de l'Altaï se comportent comme des foyers majeurs de migration. Il y a 17 000 ans, le redout post-glaciaire devient suffisant pour faire fondre la calotte nord-américaine. C'est un boulevard qui s'ouvre pour le groupe Q, qui conquiert en un instant tout le continent. Tous les précolombiens d'Amérique centrale et australe conservent encore aujourd'hui l'héritage génétique de cette époque. Il faut noter que certains vestiges archéologiques semblent très antérieurs, puisqu'ils remonteraient à plus de 33 000 ans. Il est donc possible qu'une migration plus précoce ait eu lieu, mais elle n'a laissé aucune trace génétique. Il y a 14 000 ans, la glaciation est complètement achevée. Tandis que le groupe R, originaire de l'Atlas, gagne l'Europe, une nouvelle migration s'amorce depuis l'Éthiopie. Celle des premiers Afro-Asiatiques, caractérisés par le groupe E1B1B. Ils redescendent le Nil avant de longer la côte jusqu'à l'Atlas. Là aussi, j'en ai fait une vidéo à part entière qu'on pourra consulter sur cette chaîne pour davantage de précision. Mais la période est surtout marquée par la révolution néolithique au Proche-Orient. Le groupe G trouve un nouvel atout dans la maîtrise de l'agriculture, tandis que le groupe J domine grâce à l'élevage. Ça favorise une expansion de ces populations. Vers 7000 avant Jésus-Christ, celle-ci se poursuit vers l'Europe, par voie terrestre et maritime, puis vers l'Indus, du côté est. En parallèle, l'optimum climatique permet le reverdissement du Sahara, qui entraîne deux mouvements majeurs. D'une part, les populations sémitiques associées au groupe J1 conquièrent toute la péninsule arabique. D'autre part, les populations berbères, qui portent le groupe E1B1B, s'avancent jusqu'aux limites du Sahel. C'est peut-être ce qui pousse les Nigéro-Congolais du groupe E1B1A à entamer des migrations vers l'Est. Ça fait déjà des bouleversements énormes, mais ce n'est pas fini. L'optimum climatique favorise aussi de nouvelles vagues vers l'Amérique. L'une d'elles correspond aux paléo-esquimaux, qui conquièrent les régions arctiques jusqu'au Groenland. Une autre concerne les peuples d'aînés, qui portent l'aplogroupe C2 et qui s'installent au nord-ouest du continent. Il faut aussi signaler que cette époque est marquée par la migration du groupe N depuis le nord de la Chine vers l'Altaï. Ça nous amène finalement en 3000 avant Jésus-Christ, qui marque le début de deux gigantesques épopées. D'abord celle des Indo-Européens du groupe R1B, qui migrent vers l'Europe occidentale, sans doute grâce à la domestication du cheval, qui sera ensuite complétée par la métallurgie du bronze. Elle entraîne un flux plus méridional de l'Anatolie vers le sud de l'Italie, qui concerne le groupe J2. D'autre part, les Bantous du groupe E1B1A amorcent des migrations vers l'Est, sans doute grâce à leur maîtrise de l'agriculture, qui sera plus tard complétée par la métallurgie du fer. J'en parle de façon beaucoup plus approfondie dans ma vidéo sur la génétique de l'Afrique subsaharienne. Vers 2000 avant Jésus-Christ, la migration indo-européenne connaît un deuxième flux, cette fois associé au groupe R1A qui se répand jusqu'en Inde depuis la région des pays baltes. Pour des raisons mal connues, le groupe N de l'Altaï amorce sa propre migration vers l'ouest jusqu'à atteindre la Finlande, où il donne naissance aux Finno-Ougriens.
Enfin, les Austronésiens exploitent leur grande maîtrise de la navigation pour s'implanter sur toutes les îles d'Indonésie depuis l'île de Taïwan. Pendant ce temps-là, les Bantous poursuivent leur colonisation de toute l'Afrique orientale et australe. Au début de notre ère, la découverte de Madagascar par les Austronésiens entraîne une immigration massive depuis le continent. Mais le premier millénaire est surtout marqué par l'expansion des peuples turco-mongols, notamment associés au groupe C2A. Ça a fini par entraîner un nouveau mouvement de colonisation vers la Sibérie. Là aussi, j'en ai fait une vidéo à part entière qui est disponible sur la chaîne. Le bouleversement génétique le plus énorme se produit toutefois à partir de 1500. Il correspond à l'expansion européenne vers le reste du monde. Tandis que l'ancienne population de l'Amérique et de l'Australie est décimée, les Russes se retrouvent peu à peu majoritaires dans toute la Sibérie. C'est ainsi qu'on en arrive à la situation actuelle, caractérisée par la domination de 4 principaux haplogroupes. Le R essentiellement dû à l'expansion indo-européenne, le O qui est majoritaire dans toute l'Asie orientale, le E qui domine la quasi-totalité de l'Afrique, et le J qui domine le Proche et le Moyen-Orient. Pour finir, je vous propose une synthèse retraçant la chronologie d'installation des populations actuelles. Je précise qu'il s'agit du point de vue purement génétique. L'héritage linguistique et culturel est souvent beaucoup plus récent. Seule une poignée de peuples d'Afrique ont une installation qui remonte à plus de 70 000 ans. C'est le cas des Khoisan, des Pygmées et de certains peuples nilotiques. De la première grande sortie d'Afrique, il ne reste guère que les peuples tibétains et birmans qui ne sont plus sortis de cette ère géographique depuis 60 000 ans, auxquels s'ajoutent notamment les Dravidiens en Inde. Il y a 40 000 ans, ce sont les aborigènes d'Australie et les Papous de Nouvelle-Guinée qui s'installent pour de bon, sans connaître de flux majeurs par la suite. Les migrations se poursuivent partout ailleurs, mais elles se font dorénavant en interne en Asie de l'Est, où le groupe O s'impose il y a 25 000 ans, et en Mongolie, où s'impose le groupe C. Certaines populations d'Europe remontent aussi à cette époque, comme les Sardes, une partie des Scandinaves, et une partie des Serbo-Croates, dont la langue slave est néanmoins beaucoup plus tardive. La plupart des Américains d'ascendance précolombienne remontent à la grande migration post-glaciaire il y a 17 000 ans. Les habitants d'Afrique du Nord trouvent également leurs racines à cette époque, de même que les habitants du Sénégal et du Mali. Après ça, ce sont les premières domestications qui provoquent de nouvelles migrations majeures. Le peuplement de la Turquie et de l'Iran actuel date en grande partie de 7000 avant Jésus-Christ. Le reverdissement du Sahara et de la péninsule arabique permet aussi leur repeuplement. C'est aussi l'époque où les Nigéro-Congolais gagnent toute l'Afrique occidentale. Enfin, de nouvelles migrations ont lieu vers l'Amérique du Nord. Une grande partie de la population d'Europe occidentale remonte à 2000 avant Jésus-Christ, date d'expansion des Indo-Européens dans le secteur. Encore plus massive est la deuxième vague indo-européenne, qui fixe le peuplement de l'Europe orientale à l'Inde du Nord, en passant par l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. C'est aussi l'époque où des populations venues de l'Altaï se fixent en Finlande et en Estonie. Enfin, l'époque voit l'implantation des Bantous du Cameroun à l'Ouganda. Cette migration se prolonge ensuite dans la majeure partie de l'Afrique centrale et australe vers 500 avant Jésus-Christ. Le peuplement de Madagascar s'établit vers 500 après Jésus-Christ et celui du Kazakhstan vers 1000. La Sibérie connaît un repeuplement peu après cette date, en lien avec les actuels peuples autochtones. Enfin, l'expansion européenne de la Renaissance définit la grande majorité du peuplement du continent américain, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, d'une petite partie de l'Afrique du Sud et de la majeure partie de la Russie asiatique. Cette synthèse masque cependant des mélanges génétiques parfois profonds au sein de chaque population, qui feront l'objet d'une autre vidéo. En attendant, il en existe déjà plusieurs sur la chaîne. Je me suis intéressé successivement à l'Europe, à la France... Ok. Réveille. C'est Oui, ok. on t'écoute, hein. Oui, on t'écoute. Si tu as envie de nous en parler un petit peu, et puis ensuite je reprends la main.
Mais juste faire le petit, comment on appelle, petit résumé. Je vais couper ma caméra. Attends. Voilà, juste faire un petit... voilà, je pense que le monsieur, par rapport à ce que tu nous avais expliqué... Oh là là, ma caméra ne coupe pas. Je, je me mets en grand, t'inquiète pas, je bascule. Voilà. Ok. Voilà, juste pour expliquer, enfin par rapport au live dernier, pour, je veux dire, la vidéo ici est beaucoup, enfin, elle complète l'autre. Elle complète Tout à l'autre fait. vidéo que tu nous avais fait écouter. Bon, moi c'est ce que je comprends, hein, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant qu'on puisse l'écouter. Voilà, c'est tout. Et puis l'autre aussi, la génétique du monde arabe, pour que les gens puissent comprendre que ben, il y a eu un brassage. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas qu'on utilise le mot brassage, mais il y a eu un tel brassage qu'aujourd'hui, et quand je regarde même les photos, par exemple, des Guinée, Papouasie, Nouvelle-Guinée, ben, c'est nous, quoi. Quand je regarde les Indiens dont il a parlé, c'est nous. Il y a eu un tel brassage qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que qui est noir qui ne l'est pas, qui est marron qui ne l'est pas. Tout ça a été trop mélangé en fait. Donc, Exactement. Exactement. Ok, très bien. C'est bon, tu voulais rajouter quelque chose? non, non, Ok. vas-y, vas-y. Ok, très bien. Du coup, je reprends la main. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On a effectivement en fait mis cette vidéo avec les images avec pour que vous puissiez vraiment en fait bien visualiser et que vous puissiez avoir une meilleure conception de ce dont il est question. Déjà, comme vous le voyez, si jamais vous êtes scientifique et si jamais vous prenez en compte en fait la science matérialiste, c'est-à-dire quand on parle en fait de l'ADN, quand on parle en fait des haplogroupes, quand on parle en fait de tout ce qui concerne aussi que ce soit en fait les haplogroupes Y ou alors le côté mitochondrial en fait féminin, etc. Donc vous comprenez bien que en réalité tout prouve que l'humanité hein, vient euh, de souches qui ne sont pas si diverses et variées que ce soit. Donc ici, la science nous parle en fait, bien entendu, en fait, du commencement en fait en Afrique. Ça, c'est la théorie en fait scientifique. Il y a aussi d'autres théories qui débutent en fait l'humanité en Mésopotamie et sans doute en fait pour d'autres cultures, l'humanité débute forcément en fait ailleurs. C'est-à-dire si vous allez en Chine, ils vont vous dire en fait une autre vision en fait des choses, etc. Donc mais si on se base sur les travaux qui ont été faits à travers en fait les haplogroupes, voilà un petit peu ce qu'il en est. Maintenant, quand il s'agit en fait de l'Afrique, on retrouve de toute façon en fait tout ce brassage hein, dont on parlait tout à l'heure, rien qu'au niveau des langues. Comme vous le savez, les langues sont divisées en fait en différents groupes. Vous avez les langues afro-asiatiques et à l'intérieur des langues afro-asiatiques, vous retrouvez les langues arabes, vous retrouvez les langues berbères, vous retrouvez les langues fulbéennes, vous retrouvez aussi en fait d'autres langues en fait afro-asiatiques. Quand on parle d'afro-asiatique, on parle aussi en fait de kamito-sémitique. Donc vous voyez, c'est la même chose, c'est-à-dire ça parle en fait de Cham, de Kam ou de Nkam, comme selon la façon dont les uns et les autres en fait veulent en fait appeler, ça signifie tout simplement en fait la même chose. Vous avez aussi les langues nilo-sahariennes. Donc, dans ces langues nilo-sahariennes, vous avez les langues sangayennes, vous avez les langues sahariennes elles-mêmes, vous avez les langues soudanaises centrales et vous avez aussi les langues en fait soudanaises en fait orientales. À côté de ça, vous avez aussi les langues nigéro-congolaises. Maintenant, quand vous êtes à l'intérieur en fait des langues nigéro-congolaises, vous retrouvez justement en fait tout ce qui concerne en fait l'Ouest Atlantique. Donc vous avez ces blocs de langues là qui représentent en fait cet aspect en fait de l'Ouest en fait Atlantique. Vous avez les langues en fait mandé que vous retrouvez aussi hein, du côté en fait de l'Ouest. Vous avez aussi les langues en fait voltaïques. Vous avez les langues adamawen.
dans les langues Adamaoued, vous allez les retrouver en fait. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous retrouvez par exemple en fait sur l'autre partie du Cameroun. Je vous ai toujours dit que en réalité, le Cameroun n'a jamais été en fait un pays, en fait, un bloc. Donc, vous devez toujours diviser le Cameroun en deux et vous avez en fait toute la partie ouest du Cameroun qui est justement en fait liée à cet aspect en fait des langues en fait type Adamawen, mais Adamawen par rapport à l'aspect d'Adamawen qui est plus en fait vers le nord. Et vous avez en fait par contre euh, l'autre partie du Cameroun, c'est-à-dire l'ouest du Cameroun, est liée directement en fait à la Centrafrique et aussi en fait un petit peu en fait au nord. Et ici vous retrouvez les langues ubongiennes. Ensuite, vous avez aussi les langues en fait sud-atlantiques et en dessous, maintenant, vous avez en fait les langues bantou. Donc, dans les langues bantou, vous allez retrouver maintenant en fait tout ce qui concerne le Congo, tout ce qui concerne en fait la Zambie, l'Angola, la Tanzanie, etc. Tout ça, ce sont des langues en fait bantou. Le Gabon, donc tout ça en fait c'est bantou. Donc, voilà un petit peu pour tout le bloc en fait nigéro-congolais. Maintenant, vous avez aussi une partie du Nigeria qui est nigéro-congolais, mais par contre, vous avez aussi une partie du Nigeria qui est Adamawen. C'est pour ça que je vous ai dit en fait l'aspect d'Adamawen en fait remonte aussi du nord vers le Nigeria. Et ensuite, vous avez tout ce qui est Côte d'Ivoire. Vous retrouvez aussi ici en fait à l'intérieur de Côte d'Ivoire cet aspect en fait de Bantou. Donc, en fait, quand on parle de Bantou en termes linguistiques, Bantou c'est pas tout le monde. Ça, il faut vraiment le savoir. En termes linguistiques, Bantou, c'est pas tout le monde. Après, certains vont utiliser l'appellation Bantou générale. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a cet aspect d'appellation Bantou générale qui est lié en fait à la divinité Muntu. Mais quand on est en fait dans les subdivisions en fait linguistiques, par exemple, tout ce qui concerne en fait Centrafrique ou par exemple l'est du Cameroun, c'est pas Bantou en fait en termes de langue. Pareil, tout ce qui concerne l'ouest du Cameroun, c'est pas Bantou non plus. Donc ça, il faut bien le savoir. Mais par contre, euh, vous avez l'autre côté, vous avez une partie en fait du Cameroun qui est tout de même en fait Bantou, c'est-à-dire en fait le sud-ouest. Et vous avez, c'est dommage, cette carte-là, j'arrive pas à je la partagerai dans le groupe hein, pour ceux qui sont dans le groupe. Les autres là, dommage, j'arrive pas à la partager. C'est juste l'ancienne carte en fait que j'ai pu partager ici. C'est une question d'échelle en fait. TikTok ne prenait pas, sinon je l'aurais mis ici pour que vous puissiez voir en fait, avec en fait l'aspect en fait Attends, linguistique. tu peux m'envoyer, je fais un capture d'écran. Parce que parfois, ça fait ça quand tu veux mettre le format normal, mais quand tu fais la capture d'écran et puis tu réduis, ça passe. Ah, ok. J'ai partagé ça en fait à, à droit à la parole. Je lui ai partagé ça. Sinon, elle peut en fait te le transmettre parce que si là je sors, ça risque de bugger un peu le. Ok, ça Donc, marche. donc du coup, en fait, Je j'étais vais en train mettre de vous ça. dire ici, voilà. J'étais en train de vous dire ici, au niveau, par exemple, en fait, du Cameroun, vous le retrouvez, en fait. Le Cameroun, en fait, vous avez différents types de racines de langue. Juste 2 secondes. Est-ce que ça passe pas? Non. Il faut que j'augmente d'abord le nombre. Pour ceux qui ont fait des demandes, attendez un peu parce qu'il faut que j'augmente d'abord le nombre. Tu peux mettre sur Juste, 5 en fait. oui, oui, Comme ça, ça fait un carré. c'est ça parce qu'il faut que voilà. Ah, il faut que je me baisse d'abord. Ils sont complexes TikTok. Je vais me baisser d'abord pour pouvoir en fait voilà. Ok. Ok, je vais mettre sur 5. Comme ça, je vais pouvoir faire monter ceux qui ont fait demande. Et voilà. Ensuite, je te mettrai en fait en grand quand tu auras Merci, l'image. bonsoir. Bonjour, Sublime. Hop. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire, vous voyez, au niveau du Cameroun, par exemple, le Cameroun, lui, il est à la fois un mélange des langues
adamawen, des langues ubongiennes et des langues bantou. Dans le sud du Cameroun, sud-ouest, vous retrouvez l'aspect bantou qui est relié justement en fait à tout ce qui est en fait en dessous en fait du Cameroun, c'est-à-dire au Gabon et tout ça. Vous avez euh, au nord du Cameroun, vous retrouvez, c'est-à-dire nord-ouest, toujours, vous retrouvez cet aspect en fait d'Adamawen qui est relié directement en fait avec une partie en fait du Nigeria, c'est-à-dire avec l'est du Nigeria. Et vous avez aussi euh, l'ouest, enfin l'est du Cameroun où vous retrouvez en fait le lien avec les langues en fait oubanguiennes. Et en réalité, en fait, ce bloc-là d'Est du Cameroun, c'est-à-dire, en fait, vous divisez toujours le Cameroun en deux. Voilà, vous divisez le Cameroun en deux. Tout l'Est, en fait, toute la partie Est, en fait, de ce Cameroun-là, c'était lié, en fait, avec le Centrafrique parce que c'était un même pays, en fait. C'était l'Adamawa au Bonguien. Mais le côté Adamawa, en termes de langue, est resté aussi, en fait, du côté, en fait, de l'ouest en fait du Cameroun. Donc par exemple un pays comme le Cameroun, vous retrouvez en fait ces trois subdivisions là. Et après vous retrouvez les langues bantou, après vous les retrouvez à nouveau dans une partie justement du Nigeria, vous les retrouvez en fait au Ghana, vous les retrouvez en fait aussi en Côte d'Ivoire, etc. Et vous les retrouvez en fait au Gabon, au Congo, en Angola, en Zambie, tout ça en fait, en Tanzanie, tout ça en fait ici, vous êtes toujours, jusqu'en Mozambique, vous êtes en fait toujours dans les types de langues en fait bantou. Après, vous avez aussi tout ce qui concerne en fait les langues en fait kalahariennes. Et parmi les langues kalahariennes, vous retrouvez en fait le khoisan. Les khoisans dont on a vu tout à l'heure, la langue khoisan, dont on a vu tout à l'heure, qui représente justement cet aspect d'aplogroupe en fait A, parce que les pygmées représentent cet aspect d'aplogroupe en fait B, c'est-à-dire vraiment les anciens en fait qui étaient présents là en fait plus ou moins en fait sur le territoire. Vous avez aussi l'aspect tchadique hein, par rapport à, à, à Toumaï, dont on a vu aussi la dernière fois. Vous avez aussi par contre, bien sûr, les langues indo-européennes avec l'afrikaans et l'anglais que vous retrouvez en fait en Afrique du Sud. Et vous avez les langues austronésien avec en fait les malgaches qui étaient justement en fait un petit peu ces mélanges-là avec le swahili et tout ça. Donc, voilà un petit peu en termes de langue, vous retrouvez ce dispatchage-là. Donc, vous voyez bien que l'Afrique en fait est diverse et variée et on ne peut pas totalement. L'Afrique, c'est un énorme continent, on ne peut pas tout mettre en fait au même endroit. Maintenant, pour qu'on puisse comprendre avant qu'on reprenne en fait véritablement toute l'histoire pour comprendre un certain nombre de choses en fait dessus, on va travailler un petit peu sur de Théophile Obenga. Voilà, on va prendre quand même un, un auteur en fait, un auteur africain. Voilà, on va travailler en fait un petit peu sur les propos d'un auteur africain, Théophile Obenga, qui a travaillé justement en fait avec Anta Diop, qui a participé aussi au fameux en fait colloque de Caire. Donc, on est justement en fait sur un ouvrage que je vous avais déjà lu, vraiment une toute petite partie, pour vous parler justement des termes en fait Kent. On est sur justement en fait l'histoire de l'humanité rédigée par l'UNESCO, dans lequel en fait Obenga justement en fait a participé. Donc, a priori, c'est tout de même en fait assez sérieux pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Et là, on va comprendre un peu la relation qu'il y a, parce que les premières civilisations qui vont justement émerger en fait en Afrique, ce sont justement les civilisations en fait égyptiennes et nubiennes. Donc, on va voir en fait ces premières civilisations et ensuite on fera une petite pause. On va pouvoir en fait en discuter un petit peu et après on pourra par la suite reprendre l'autre aspect en fait de vidéo si on a le temps. Sinon ensuite on sera un peu plus dans les questions, dans les discussions et les uns les autres pourront justement apporter en fait aussi de leur savoir ou de leur compréhension en fait de la chose. Donc ici on est sur l'aspect de cet ouvrage là en fait, la Nubie et ses relations en fait avec l'Égypte. C'est important de comprendre la relation qu'il y avait en fait entre la Nubie en fait et l'Égypte pour comprendre un petit peu comment le continent en fait se gérait.
Et je vous ai toujours dit, quand vous voyez en fait sur cette carte-là, cette carte de Munster là, on vous avait déjà montré cette carte lors du dernier live. Si vous regardez bien sur ces cartes, vous avez euh, Nubia. Donc vous voyez, c'est une carte latine. Donc c'est une transcription qui a été faite par Sébastien Munster, hein, d'une ancienne carte en fait latine. Et cette carte en fait, elle a été faite dans les années en fait 1500 ou 1600. Et vous voyez un certain nombre de choses ici déjà sur cette carte. Pour ceux qui veulent connaître en fait, voilà l'histoire, hein, de comment les royaumes étaient. Donc vous voyez, vous avez l'Égypte déjà tout en haut. Vous avez la Nubie, donc Nubian. Et on vous met, chaque fois qu'on vous met en fait le sceptre et la couronne, c'est que c'est un royaume. Donc, on vous explique bien ici que vous voyez, vous retrouvez en fait le royaume en fait en Nubie. Et vous retrouvez en fait, et à chaque fois on vous dit Regnum Organei. Ça veut dire quoi? Ce sont des royaumes en fait organisés. Et vous retrouvez aussi cet aspect-là. Et vous voyez bien que on vous explique bien, c'est Aethiopia. Pourquoi? Parce que, bon, tout à l'heure on va le voir dans les traductions. Aethiopia, c'est Égypte. Donc, c'est pour ça que enfin, Aethiopia, c'est Éthiopie. C'est pour ça que vous retrouvez, en fait, cet aspect-là de l'Éthiopie. Ouais. Et ensuite, vous avez cet aspect, en fait, du Regnum Melende, qui est là. Et vous avez, en fait, le royaume, en fait, du prêtre Jean, du prêtre Yohan. Ce royaume-là, en fait, du prêtre Yohan, vous le retrouvez, en fait, juste là, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne, vous avez juste en dessous, en fait, de la Nubie, c'est-à-dire en fait l'autre partie en fait du Soudan. Vous retrouvez aussi, vous retrouvez en fait la Damawa. Vous retrouvez de l'autre côté, vous avez un aspect du Cameroun où en fait on le liait justement parce qu'ils ont décalé un petit peu la carte. Donc vous liez tout ça en fait avec l'Éthiopie. Donc vous retrouvez cet aspect-là d'Éthiopie en fait ici. Vous avez aussi tous les royaumes en fait qui sont là et vous avez les royaumes en fait Libya. Libya, ce sont les Libyens en fait. Les Libous, les Égyptiens les appelaient les Libous, donc c'est les Libyens. Et vous voyez que ces Libyens-là, c'est eux qui occupaient justement en fait l'ouest le nord-ouest en fait de l'Afrique et après ils vont descendre. Pourquoi ils vont descendre? Parce que vous avez là où vous avez Africa et à côté vous avez le royaume de Tunis. Dans tout ça en fait, ça va être en fait colonisé par des Phéniciens. Les Phéniciens qui viennent en fait de la terre de Canaan. Les Phéniciens, c'est qui? C'est ceux que vous connaissez aujourd'hui en tant que les Libanais. Donc, c'est eux qui ont amené des colonies ici, en fait. Et c'est de là que va naître, en fait, ce royaume de Carthage, qui va pouvoir, en fait, aller un petit peu partout, qui va avoir plusieurs, parce que les Phéniciens vont avoir plusieurs colonies. Ils vont même coloniser, en fait, jusqu'à le royaume des Visigoths, c'est-à-dire l'Espagne, les Ibéries. Et donc, vous voyez que quand eux, ils vont arriver, bien sûr, il y a en fait les Libyens qui vont descendre. Et vous avez une bonne partie qui vont venir aussi peupler en fait l'Afrique de l'Ouest. Donc sur cette carte, en fait, vous voyez, vous retrouvez vraiment tout. Hein. Vous retrouvez aussi les bases des coalitions qui sont là en bas, etc. Vous retrouvez en fait tout sur cette carte. Vous pourrez aussi la retrouver. Elle est gratuite, donc pour tous ceux qui veulent la voir, vous pourrez facilement en fait la retrouver. Si on revient en fait sur Théophile Obenga, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit en fait qu'en Égypte, en 1780 avant Jésus-Christ, correspond à la fin du Moyen Empire, c'est-à-dire 2400 à 1785 avant JC. Et au début de la deuxième période intermédiaire, 1787 à 1554 avant JC. Et la date de 700 avant JC correspond à la basse époque. Pour la Nubie, la période retenue va de la culture de Kerma, moyen et classique jusqu'au temps de Napata du royaume de Kush, c'est-à-dire au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, avant la période de Méroé, c'est-à-dire 270 avant Jésus-Christ, 350 après Jésus-Christ. Donc Méroé, ce sera en fait de 270 avant Jésus-Christ et 300 après en fait Jésus-Christ. Mais avant, c'était en fait Kush, en fait, si vous voulez, ce royaume-là. Ce même état couchitique
De 1970 à 1785 avant JC, l'Égypte sous les Sésostris est omniprésent en Nubie, comme elle le sera encore de 1500 à 1100 avant JC sous les rois du Nouvel Empire. En revanche, à la 25e dynastie, ce sont les souverains de Couche qui s'installent en Égypte et commandent ce pays. De 747 à 656 avant Jésus-Christ, cette date quelque peu rebutantes, tiennent plus de la nécessité historique que d'un besoin artificiel de périodisation, car la chronologie des civilisations de la vallée du Nil égypto-nubienne n'est pas toujours aisée à comprendre pour le lecteur pas ou peu familier avec l'histoire ancienne du continent africain. Maintenant, on va rentrer dans des choses qui vont être vraiment un peu plus intéressantes. Soyez quand même attentifs. Donc, aujourd'hui, la Nubie désigne ethniquement et culturellement la partie de la vallée du Nil habitée par les peuples qui parlent les langues nubiennes, apparentées aux langues négro-africaines du nord-est de l'Afrique. Écoutez bien, il vous dit quoi? Il vous dit aujourd'hui, la Nubie désigne ethniquement et culturellement la partie de la vallée du Nil, habitée par les peuples qui parlent les langues nubiennes, apparentées aux langues négro-africaines du nord-est de l'Afrique et à celles des populations qui habitent les plateaux du Kordofan et du Darfour. À l'ouest du Nil, le pays de Nubie s'étend par conséquence de nos jours d'Assouan jusqu'au village d'Ed Deba. Près d'un tiers de ce territoire entre la première et la deuxième cataracte, traditionnellement appelée Nubie inférieure ou basse Nubie, se trouve donc en Égypte. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu. Au niveau de la Haute-Égypte, vous avez en fait ce mélange-là en fait des deux. Tant que les 2 tiers restants Nubie supérieure ou Haute-Nubie font partie du Soudan. Mais dans les temps anciens, la Nubie était un pays plus grand, plus étendu que maintenant. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, on trouve les Nubiens au confluent du Nil. C'est-à-dire au confluent du Nil Blanc. Bon là, j'ai cette image-là, mais je ne peux pas vous la partager là parce qu'en termes de taille, ça passe pas. Bon, je vous la partagerai en fait dans les groupes pour ceux qui... voilà. Du Nil Blanc et du Nil Bleu à Khartoum. Les anciens auteurs gréco-latins, Homère, Hérodote, Diodore de Sicile, Strasbon, Sénèque, Pline l'Ancien, appelleront Éthiopiens et Éthiopie, les Nubiens et la Nubie. Pour les anciens Égyptiens, écoutez bien, pour les anciens Égyptiens, ces pays méridionaux étaient désignés par les termes suivants: Kent, c'est-à-dire K-H-E-N-T, à l'Ancien Empire, c'est-à-dire de 2780 à 2280 avant JC, Kash, K-A-S, au Moyen Empire, c'est-à-dire Kash et Kashi. D'où le terme Kush, c'est-à-dire K-S-H, c'est-à-dire vous enlevez en fait les voyelles. Donc ça fait Kush, c'est comme ça que les Égyptiens, eux, ils écrivaient ça. Donc le terme Kush a bel et bien existé. Ok? C'est de là justement que vient l'aspect justement de Kent. Kush vient de Kent, qui lui après a été transformé en Kash. En Kas d'abord, K-A-S, puis en Kash, K-A-S-H, Kashi, et on va retrouver cet aspect en fait de Kush dans K-S-H. Ok, qui forme courante en fait au Nouvel Empire, c'est-à-dire 1567 à 1085 avant Jésus-Christ, avant JC.
Ainsi, le nom de Kas, K-A-S, apparaît pour la première fois au Moyen Empire, 2052 à 1778 avant JC, sur la stèle de Bouhen, B-O-U-H-E-N, qui se trouve actuellement au musée de Florence en Italie. Cette stèle comporte en effet une inscription datée de l'an 18e du règne de Sésostris Ier, c'est-à-dire la 12e dynastie, donc 2000 à 1785 avant JC. Ce pays de Couche est le pays de l'or, qui se dit en langue pharaonique Nump. Bon, là, je ne vais pas vous le prononcer parce qu'en fait, il y a toujours, en fait, on roule un peu par rapport à cet aspect de langue copte. C'est-à-dire NBW, d'où Nubie, c'est-à-dire Nubia. Donc, en réalité, en fait, le Nubie, ça signifie, en fait, tout simplement l'or, si vous voulez. Donc, pour le pays du métal précieux. Donc, c'est comme ça qu'ils appelaient, en fait, c'est-à-dire le pays du métal précieux, c'est-à-dire le pays de l'or. C'est ça la Nubie, en fait, le pays de l'or. Et d'ailleurs, ça l'est toujours. C'est la guerre qui est en train de se passer au Soudan. On sait qu'ils prennent l'or et ils vont financer leur guerre et ils alimentent leurs réserves parce que, comme je vous l'ai dit, l'enjeu, ce sera l'or. Enfin, pour ceux qui le savent déjà dans les groupes. Donc, l'habitat des Nubiens de l'histoire ancienne est le même que celui des Nubiens de nos jours. Permanence physique du peuple. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit leur habitat d'avant c'est le même que de nos jours. Qu'il y a une permanence physique en fait d'un peuple de la haute antiquité à nos jours sur son sol natal. Ce fait est assez exceptionnel dans l'histoire de l'Afrique où migration et déplacement de peuples furent relativement fréquents dans les temps anciens et pré-coloniaux. Ce qui complique suffisamment les questions d'origine ou d'ethnogénèse des peuples africains, pourtant tous autochtones du continent, sauf les Tchadiques. Là, il n'a pas précisé, mais sauf les Tchadiques. Vous savez que les Tchadiques ils viennent, et aussi les Tunisiens, ces Carthaginois-là, qui sont des Phéniciens, bon, sachant que la Phénicie, c'était aussi le croissant fertile, bon, c'était le Grand Afrique. On peut dire que, voilà, on peut dire tout comme. Des peuples africains, pourtant tous autochtones du continent. Cet état des Nubiens, le long du Nil moyen, constitue en fait dans les temps reculés de l'histoire africaine l'une des voies essentielles de communication entre le bassin méditerranéen et l'intérieur du continent africain en passant bien évidemment par l'Égypte. Et c'est le moment de souligner l'importance historique et culturelle du Nil. Et on le fera en fait, un live en fait sur le Nil pour que je vous parle un peu du Nil, de ces différents cataractes, de ce qui s'y passait en fait, comment les choses se géraient un petit peu. Bon, on le verra cet aspect du Nil, pas aujourd'hui, mais on le verra pendant nos lives sur l'Afrique. Parce que le Nil a une importance en fait capitale un peu dans l'Afrique d'antan. Donc culturel en fait du Nil qui traverse le plus redoutable désert du monde, le Sahara en sa partie orientale. Au sortir du marais de l'Afrique interlacustre, les eaux, le limon, les inondations annuelles du fleuve ont rendu possible la vie humaine en pleine aridité désertique. C'est la vallée du fleuve qui est fertile. Nubie et Égypte sont des dons du Nil, ainsi qu'il paraît évident à Hérodote. Ce même Nil assurait également la circulation des biens, or, ivoire, écoutez bien, or, ivoire, peau, écailles, animaux, bois, etc. Et aussi des hommes, serviteurs, esclaves, guerriers. Vous voyez ici, Obenga, il dit serviteur d'un côté, il dit guerrier de l'autre, et il dit aussi esclave d'un côté. Donc il distingue bien serviteur et esclave. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent jamais dire cette vérité-là, en fait, aux gens. Et pourtant, c'est Obenga qui est en train de le dire ici.
et dit des hommes, des serviteurs, virgule, esclaves, virgule, guerriers. Donc, on distingue bien. Et des idées, rites, et ça aussi on le verra quand on parlera de l'esclavage, parce qu'on rentrera en profondeur quand on parlera de l'esclavage, et on rentrera aussi en profondeur en fait de certaines choses, notamment à ce que les Occidentaux ont fait d'abominable, qui a posé beaucoup de problèmes sur les États en fait à l'heure actuelle pendant l'esclavage. Bon, on le verra aussi cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire des idées aussi, c'est-à-dire les rites, les institutions et les croyances. Donc, Obenga nous précise bien ici qu'il y avait des rites, qu'il y avait des institutions et il y avait aussi des croyances. Dans ceux qui disent que le mot croire n'existe pas en Afrique, bon. Donc, entre l'Afrique profonde et la vallée du Nil égypto-nubienne, entre celle-ci et le monde méditerranéen, par exemple, la royauté sacrée, le port rituel de la peau de léopard. Donc ça aussi, il remet cet aspect-là, cette peau de léopard que vous savez qu'on avait aussi des traces en Mésopotamie, notamment du temps des règnes en fait qui étaient là-bas aussi en Mésopotamie. On avait aussi cet aspect en fait. Et la peau de léopard était aussi liée pas mal avec justement en fait les Éthiopiens. Et ça, vous le retrouvez même dans la Bible, vous retrouvez en fait cet aspect-là par rapport en fait à la description des Éthiopiens. Donc, le port rituel de la peau de léopard sont des traits culturels assez distinctifs, propres à la vallée du Nil et au reste de l'Afrique noire. Il est difficile de savoir si les Nubiens ressemblaient physiquement à leurs voisins. Diodore de Sicile faisait cette constatation anthropologique à propos de l'ethnie nubienne. Les Éthiopiens, et particulièrement ceux qui vivent sur les bords du fleuve, le Nil, ont la peau de couleur noire, le nez épaté et les cheveux crépus. Et Hérodote, le père de l'histoire, enfin, soi-disant, le père de l'histoire, avait déjà noté au sujet des Égyptiens que ceux-ci avaient la peau noire. Cette phrase se réfère aux Colchiens du Caucase qui ressemblent aux Égyptiens. De telles caractéristiques qui relèvent de l'anthropologie physique autorisent en effet en toute objectivité à considérer les Nubiens et les Éthiopiens pharaoniques comme étant des Noirs africains de la même façon que tous les autres Noirs africains du continent, c'est-à-dire les Sara, les Gala, les Bantous, les Yoruba, les Moussi, les Dogons, les Wolof, les Peul, les Malingué, les Sangai, etc. Donc, voilà un peu, je tenais à vous partager aussi ces écrits de Théophile Obenga, que dans l'ensemble, je trouve en fait intéressant. Et en termes de travaux linguistiques, il y a des choses en fait qui sont quand même assez correctes en fait dedans, dans ce qu'il a dit. Il a expliqué un certain nombre de choses et voilà. Et il le dit clairement en fait ici, comme nous le savons tous, les Égyptiens en fait étaient en fait bien sûr, les Égyptiens c'était ceux qui étaient dans la Haute-Égypte, comme je vous l'ai toujours dit, ils étaient un mélange avec ceux qui étaient plus dans la Basse-Égypte, qui étaient un petit peu plus basanés parce qu'ils étaient souvent métissés avec les autres qui sont aussi dans la Palestine et aussi en fait dans les peuples de la mer. Mais c'était en fait des gens qui étaient des Noirs. Et parmi les Noirs aujourd'hui, vous voyez, il y a différents types de teints de Noirs. Mais c'était en fait, bien sûr, en fait, des Noirs, comme je vous l'ai toujours dit. Mais plus vous montez, plus vous retrouvez, ils sont plus basanés que d'autres. Mais plus vous descendez, plus ils sont beaucoup plus foncés. C'est-à-dire vraiment plus noir, couche, cache, quoi. Vraiment plus noir. Donc, vous comprenez, et c'est aussi pour ça que vous aviez en fait cet aspect-là de Tasséti, de Takent, etc., etc. Bon. Donc, voilà un petit peu les propos de
de Théophile Obenga. Donc, je pense que on va ouvrir un petit peu hein, les discussions, si jamais il y a des discussions par rapport à ça, si jamais il y a des questions. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner en fait par la suite, soit sur la vidéo, soit sur l'enseignement pour pouvoir détailler un petit peu plus hein, tous ces aspects-là qu'on a pu voir vraiment en survolant. Donc voilà un peu, vous avez la parole si vous voulez dire quelque chose, si c'est des questions, si vous voulez ajouter quelque chose, on vous écoute. Et ceux qui veulent monter aussi, hein, vous pouvez faire votre demande. Alors, par rapport à... c'est juste pour compléter, hein. J'ai lu également un document sorti tout droit, écrit à la main d'ailleurs, un vieux document qui date de 1412, où le monsieur dit que il atteste de l'existence des descendants de Noé, il atteste de l'existence de l'arche de Moïse et tout ça. Je ne sais pas par quel miracle lui peut attester ça, mais je vous enverrai dans le groupe le document, c'est ahurissant. Et que donc il a parlé des descendants, les fils de Noé, donc Sem, Cham. Donc il a parlé plutôt de Sem et de Cham, et que les descendants de Japhet, on les retrouve un peu plus tard. En tout cas, pour le coup, on ne parle dans un premier temps beaucoup que des descendants de Sem et de Cham, mais les descendants de Japhet, c'est beaucoup plus tard. Mais on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on n'a pas sa trace, mais plus tard, on les retrouve. Voilà, c'était juste pour compléter un peu. Par rapport en fait à l'aspect biblique. Bon, Oui, de toute façon, en fait, on le retrouve hein, dans les classifications des langues. On retrouve en fait camito-sémitique. On le retrouve. oui. On retrouve les Japhétites. Tout le monde sait très bien hein, qui sont les Japhétites. Tout le monde sait très bien qui sont les Chamites. Et tout le monde sait très bien en fait qui sont Qui sont les les Sémites en sémites. fait en réalité. Hum, En fait, en réalité, le monde sait Oui. très bien hein, toutes ces choses. Mais ils veulent pas dire la vérité, c'est tout. Hum, hum. Donc, voilà, c'était juste pour compléter. Euh, Rose, est-ce que tu as des questions, quelque chose à dire? Je sais pas. Rose, J'ai une SFR, question. bonjour. Bonjour Bonjour, SFR, on Tata. t'écoute. On t'écoute Bonjour. SFR. On est dans réveil. Bonjour tout le monde. Oui, Bon, ma question va sembler un peu bête, mais je vais la poser quand même. C'est qui on Théophile t'écoute. Obenga? Ah, t'étais pas encore arrivé au début. Euh, Non, je suis... Théophile Obenga, c'est... Attendez, j'augmente un peu le nombre. Euh, Théophile Obenga, comme je l'ai signifié en fait tout à l'heure, c'est, c'est un linguiste hein, qui a travaillé aussi avec Anta Diop, qui était aussi en fait au colloque en fait de Caire, le fameux, hein, ce colloque-là de Caire, et qui fait partie des leaders en fait hein, du mouvement panafricain en termes d'écrivains, etc. et du mouvement aussi afrocentrique. D'accord. Voilà un peu qui est Théophile Obenga. Mais il fait partie du même groupe que Cheikh Anta Diop. Après, la question c'est est-ce que Théophile Obenga est kémite? Ça, il faudra lui demander. Je vais pas. Si vous voulez, moi quand j'ai connu euh, tous ces auteurs-là, ça fait des années hein, que je les connais. Hein. Tous ces auteurs-là, que ce soit Anta Diop, que ce soit Obenga, etc. euh, C'était plus dans l'aspect en fait du panafricanisme. Parce que vous savez, tout Africain arrivé à un moment a toujours cherché à rechercher un petit peu l'histoire en fait africaine. Et ce qui identifie souvent en fait l'Africain par rapport à cet aspect-là, c'est le panafricanisme. Donc moi, c'était à Mhm. cette époque-là hein, que j'ai connu un petit peu
euh, ces, ces, ces chercheurs et ces auteurs-là, que ce soit Obenga ou que ce soit en fait, et puis d'autres aussi, hein, euh, qui ont aussi fait qui ont écrit des choses qui étaient assez importantes, assez intéressantes. Donc, par la suite, il va y avoir d'autres qui vont arriver, qui vont mettre en place en fait d'autres choses. Et ainsi, on va se retrouver dans ces histoires en fait d'un afrocentrisme qui va se transformer un petit peu en fait en kémétisme, etc. Mais est-ce que eux,